vous dites découvrir qui l'on est, est-ce qu'on reparle de la mission? Est-ce qu'on reparle finalement de la décision qu'on va supputer qu'on a pris au début de notre vie, qu'on a décidé les raisons pour lesquelles on est là, de ce qu'on a envie de faire, de ce qui nous pousse à faire ce qu'on est en train de faire, ou ce que le cœur nous dicte finalement de faire, dans ce contexte des archétypes? Alors, les archétypes peuvent nous aider à éclairer notre mission. Si je vais au cinéma, j'ai des héros qui vont m'inspirer plus que d'autres. Pourquoi? Parce que ça va résonner, ça va rentrer en résonance avec une partie de moi. Donc il y a plusieurs manières d'aller mettre à jour sa mission. Alors une des façons, c'est que j'écoute mon cœur et depuis tout petit, je sais quelle est ma mission. Il y a quelques personnes qui ont cette chance. Je dirais que ce n'est pas le plus courant de nos jours. Je décris dans le roman que la mission apparaît peu à peu, soit sous forme d'un rêve, soit sous forme d'exercices, d'expériences, qui vont révéler en fait quelle est sa mission. Et je dirais que la mission, si on essaie d'être encore plus pragmatique, la mission c'est l'association de deux choses importantes. C'est l'association d'une vision, quel est mon monde idéal ? Par rapport à ce monde idéal, si possible inatteignable, parce qu'il doit être plus grand que moi-même, sinon je suis dans l'ego et pas dans ma mission, on va associer à cette vision l'action. C'est-à-dire quelle est l'action que moi, à mon niveau individuel et avec mes équipes éventuellement, je peux mener pour atteindre cette vision d'un monde idéal. Et l'association de la vision et de l'action va m'amener à exprimer une mission. Donc je peux avoir une approche très didactique, où je peux être inspiré, où je peux avoir simplement mon cœur qui me parle tous les jours et qui m'oriente vers ma mission. Donc là, vous en parlez en détail, profession chamane d'entreprise, édition La Source de Vie. La Source Vive. La Source Vive, votre premier roman. Et en fait, j'ai envie de passer à ceci, à un exercice un peu plus pratique. Vous avez apporté quelques objets. Quelle est votre intuition par rapport à ce bel objet qui ressemble à un labyrinthe? D'ailleurs, c'est un des chapitres de votre livre. Alors, cet objet est un labyrinthe en bois. Il a une particularité, ce labyrinthe, c'est que contrairement à ce que chacun pense, le labyrinthe, on pense que si j'entre dans un labyrinthe, je vais me perdre. En anglais, il y a deux mots différents pour parler de labyrinthe. On parle de maze et de labyrinth. En français, on pourrait parler de dédale. Je peux me perdre dans un dédale, ou au contraire, je peux suivre un labyrinthe. Si je m'amuse à entrer dans ce labyrinthe et que je le fais de manière sensorielle, je pose ma main dans le départ de ce labyrinthe et je vais simplement suivre. Je peux le faire les yeux fermés parce qu'il me suffit de suivre le parcours qui m'est proposé. J'ai l'impression de m'éloigner, je ne sais pas où je vais. Ah tiens, là je peux prendre un virage, je peux changer de direction. Et quand je continue ce parcours sensoriel qui me fait passer un coup à droite, un coup à gauche, c'est-à-dire un coup dans mon hémisphère droit, un coup dans mon hémisphère gauche, j'ai l'impression de perdre le sens. Là je suis arrivé au bout. Si j'ouvre les yeux, je constate que je suis au centre. Donc le labyrinthe, pour moi, est une source d'inspiration extraordinaire, car en entrant dans le labyrinthe, j'accède à mon centre. Et qu'est-ce qui se trouve dans mon centre ? Je vais y trouver mon cœur, je vais y trouver le sens, je vais y trouver la raison pour laquelle, ma raison d'être. Si vous permettez, j'ai envie de lire un tout petit extrait de votre livre, et qui dit « L'intuition parle plusieurs langues. Elle parle avec le ressenti, avec le corps, avec des images. » Donc c'est un mélange de plusieurs choses. Le tout est d'être connecté pour comprendre son langage neutre et de ne pas se laisser parasiter par les instincts, les émotions ou le mental rationnel qui cherche à tout comprendre. C'est exactement ce que vous étiez en train de dire. Donc ça confirme non seulement ce que vous avez dit, mais en plus
Vous le rajoutez dans d'ailleurs le livre d'un des archétypes qui s'appelle le chapitre des archétypes qui s'appelle le guerrier. Et là, je fais une parenthèse ou un lien avec, qui parle évidemment de l'intuition, puisque c'est vraiment un sujet phare. L'intuition fonctionne de manière holistique et nous invite à développer la 4e forme d'écoute au-delà de l'écoute avec les oreilles, l'auditif, au-delà de l'écoute avec la tête, la raison cognitive, au-delà de l'écoute avec le cœur, l'intelligence émotionnelle, l'écoute avec l'esprit, l'écoute avec tous ses sens, c'est-à-dire le tout. C'est vraiment le tout. Et quand on dit le tout, on a envie de dire la connexion avec le tout, mais avec un grand T. Ça me donne le frisson quand je vous écoute, non pas parce que je retrouve ce que j'ai écrit, mais parce que dès le moment qu'on est connecté avec le tout, tous les sens sont en éveil. Je n'avais pas conscience de mon corps depuis le début de cet entretien. Et là, je viens de prendre conscience de la chaleur ou de la fraîcheur derrière mon dos. Qu'est-ce que je vais en faire? Peut-être rien du tout, si ce n'est peut-être mettre un pull si l'air se rafraîchit, alors que je pourrais ne pas y être attentif. Mais l'écoute avec tous ses sens, on n'est pas habitué à faire ça dans notre éducation. On n'a pas forcément besoin d'apprendre à le faire, puisque c'est quelque chose de totalement naturel. Et finalement, écouter, c'est être dans une forme de silence. On parlait de religion tout à l'heure, mais j'ai envie de dire un silence spirituel, c'est-à-dire vraiment en connexion avec le tout. Il y a différentes façons d'être en silence. Il y a différentes façons d'être connecté. Il y a différentes sortes de silence. Vous m'avez interpellé avec cette information. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec ça? Les archétypes m'ont appris une chose, plutôt que de parler de différentes formes de silence, je parlerai de différentes formes de méditation. La méditation, on va me dire, c'est pas pour tout le monde. Je n'ai pas besoin d'aller dans un ashram pour méditer, je peux le faire de différentes façons. Si je prends l'archétype du guerrier, sa manière à lui de méditer, ça va être en étant debout, en étant ancré. Alors que le visionnaire, lui, sa manière de méditer, d'avoir des sources d'inspiration, ça va être en marchant qu'il va méditer. La méditation moins connue, qui est celle de certains chamans, c'est la méditation couchée. Quand on fait des voyages chamaniques, on est allongé. Alors évidemment, on cherche à ne pas s'endormir. Puis la méditation la plus connue, c'est la méditation du sage et de l'enseignant qu'on visualise sous forme de lotus. C'est le sage et l'enseignant. Mais finalement, si je regarde de plus près, j'ai la forme qui me convient. Je peux marcher, rester statique, être allongé. J'ai amené un petit objet ici, qui est un ours. Qui est dans le livre d'ailleurs, c'est un des personnages du... Oui, c'est un des alliés de François. Voilà. Cet ours, il a une particularité, c'est qu'il danse. Donc quelque part, il est entre le guerrier, la force du guerrier, le côté dansant, on est dans le visionnaire, ce côté très aérien. Et il a l'air léger, hein, malgré sa masse. Exactement, il a l'air léger et il l'est d'une certaine façon, alors qu'on est plutôt dans un archétype d'intériorité, de sagesse, qui permet également d'accéder au guérisseur par toute l'émotionnalité, l'émotion qu'il permet de libérer. Il a l'air gentil, donc est-ce que quand on dit que quelqu'un est un vrai nounours, est-ce que finalement c'est cet archétype-là dont on se réfère ou c'est juste une... Non, l'ours il est plutôt dans une puissance. Cet ours-là, il a la particularité, on l'appelle chez les Inuits le spirit bear, c'est l'ours dansant. D'accord. C'est un ours blanc qui danse.